Chers auditeurs, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue ici à Bruxelles, ou en direct de la capitale belge, avec Baudouin Ambawichi du site internet congoindépendant.com. Nous allons interroger en exclusivité Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Bonsoir. Bonsoir, Christian Lusakweno. Bonsoir, Monsieur Baudouin Ambawichi. Merci d'avoir accepté de nous accorder de votre précieux temps, votre séjour annoncé comme médical. Alors, on entre dans le vif du sujet. Vous êtes parti de Kinshasa un peu à la surprise générale. Votre service de communication a annoncé quelques problèmes médicaux. Comment allez-vous? Très bien, je crois que ça se voit. Je vais très bien. En fait, j'ai tout simplement fait accepter une prise en charge de mon premier médecin de 2022 que j'avais invité à Kinshasa parce que je ne voulais pas bouger de Kinshasa, même s'il devait y avoir une intervention chirurgicale. Et donc, en le faisant venir, il a apprécié évidemment le matériel que nous avons à l'hôpital du Camp Tchatchi, mais il a préféré, pour être sûr et couvert par ses assurances, que je vienne ici moi-même et qu'il examine cela. Ce que j'ai fait. Donc, dans le timing qu'il fallait, j'ai attendu de présider le dernier conseil des ministres du vendredi d'avant celui du 2 août dernier. Et puis, après, j'ai pris l'avion. Les examens se sont très bien passés et je devais observer un petit moment de convalescence pour pouvoir retourner. Et là, je suis en forme et prêt à revenir aux affaires. Monsieur le Président, quand comptez-vous rentrer au pays exactement? Bon, le plus tôt possible. Vous le saurez très très bientôt. Vous êtes totalement rétabli donc? Totalement, mais je vous le dis, je suis d'attaque à nouveau. Donc vous le saurez très très bientôt. Je suis prêt à rentrer le plus tôt possible. Alors vous allez rentrer dans un pays où le dollar est en hausse. Permettez-nous de parler un peu de la situation actuelle de notre pays. Dollar en hausse, pouvoir d'achat en baisse. Que fait le président de la République, candidat élu il y a 8 mois aujourd'hui, réélu président de la République? Qu'en dit-il? Il se solidarise évidemment avec la population. Je sais que ça fait partie d'un de mes engagements, celui de réduire le pouvoir d'achat. Et la Première ministre, Madame Judith Souminois, est très très bien outillée et instruite pour faire face à ce genre de choses. Hier, il y a eu la commission ECOFIR qui s'est réunie sous la présidence du vice-premier ministre, ministre de l'économie, M. Moukoko Samba, et qui a pris un train de mesures qui, je suis certain, vont baisser la tension sur les marchés. Et à propos du dollar, bon, c'est le combat habituel. Vous savez, nous avons une économie fortement dollarisée qui dépend beaucoup de toutes les fluctuations de cette dernière monnaie. Et nous essayons de prendre des mesures assez urgentes, mais qui seront difficiles évidemment à mettre en œuvre parce qu'il faut inverser la tendance actuelle à faire dépendre notre économie de l'importation en produisant localement. C'est pour ça que nous avons un fameux programme très ambitieux d'ailleurs agricole pour essayer de nous mettre à l'abri de ce genre de choses. Et il y a des inspecteurs aujourd'hui, des inspecteurs économiques qui sont lancés sur les marchés pour surveiller aussi la façon dont les prix sont fixés. Parce qu'attention, ça peut aussi être une cause ou une raison de sabotage. Vous savez que nous sommes un pays en guerre. Nos ennemis essayent de nous déstabiliser de toutes les manières qu'ils soient. Ils le font par la guerre et peuvent le faire autrement aussi par la hausse des prix. Ennemis internes et externes, j'entends, parce que beaucoup de ceux qui nous combattent à l'intérieur sont passés par les affaires dans ce pays, détiennent beaucoup de mécanismes pour jouer aussi sur les prix. Donc c'est un combat en permanence. Moi, ce que je veux dire à nos compatriotes, c'est que ça fait partie de mes 6 engagements. Qu'ils ne me jugent pas maintenant. Nous venons
à peine de nous installer. Vous avez vu tout ce remue-ménage qu'il y a eu depuis les élections. Le gouvernement souminois ne vient vraiment que de prendre les choses en main, qu'il continue à nous faire confiance. Ils m'ont fait confiance le 20 décembre 2023. Eh bien, qu'ils continuent à me faire confiance. Je respecterai mes 6 engagements jusqu'au dernier. Monsieur le Président, j'ai une question un peu dérangeante. Écoutez, si vous la trouvez dérangeante, peut-être pas pour moi, hein, allez-y. Vous avez été élu brillamment avec 73%. Bien sûr. Et à l'époque, il n'y a pas eu de sondage d'opinion, mais votre cote était très haut. Mais depuis lors, il y a comme, le mot peut-être est fort, un désamour à votre égard. Désamour, je ne dirais pas. Je n'ai pas fini ma question. Ah, pardon. Lorsqu'on parle avec des gens, Oui. ils vous disent « je suis tshisekédiste, mais Étienne », mais pas tshisekédiste Félix. Il a oublié ce que papa avait dit, le peuple d'abord. Qu'en dites-vous? Bon, d'abord, je respecte leur choix. C'est la démocratie. Moi, je n'ai jamais exigé à quelqu'un de m'aimer. C'est d'une part. D'autre part, je dirais que la politique n'a jamais été statique. La conjoncture aussi, d'ailleurs, en conjoncture économique et autres, ça n'a jamais été statique. Tout bouge, tout est dynamique. Et donc, dans la vie d'un État, où la vie d'un État n'a jamais été un long fleuve tranquille, il y a des hauts et des bas. Surtout nous, qui sommes exposés aujourd'hui à d'autres difficultés nous imposées, comme la guerre à l'Est. Donc ça ne peut pas être facile. Mais le mieux à faire, pour moi, c'est déjà d'accepter d'affronter ces défis. Et de croire qu'on va les relever. Parce que j'y crois. Il y a de la stratégie derrière. Ne vous en faites pas. Ceux qui disent que j'ai oublié le peuple d'abord se trompent complètement. Parce que je dors et je me réveille en pensant au peuple congolais. J'en prends même sur ma santé tellement que c'est le premier de mes soucis. Donc j'espère qu'en 2028, lorsque nous ferons le bilan, ceux qui disent que je me suis éloigné de Tshisekedi Étienne auront le courage de revenir sur leurs propos. Parce que c'est ce qui se passera. Vous aviez 6 engagements. Vous avez aussi dit que vous allez monitorer le gouvernement. Bien sûr. Est-ce qu'on doit attendre 2028 pour faire le bilan? Non, non. À quand est-ce que le peuple pourra se dire, on commence à voir tout ce que le président dit et promet, à matérialiser le changement? Écoutez, notre chef d'équipe, c'est Madame Judith Souminois. Je ne veux pas lui mettre la pression. Elle est suffisamment outillée pour évaluer le travail de ses ministres et de m'en faire rapport. Et moi-même, d'ailleurs, comme vous le savez, je préside quasiment tous les vendredis, lorsque je suis au pays, les réunions du Conseil des ministres. Donc, je peux suivre. J'ai un cabinet qui est très actif, qui m'accompagne dans ce suivi. Donc, moi, j'estime la première évaluation au début de l'année prochaine. Donc, il faut peut-être s'attendre à du réaménagement gouvernemental au début de l'année prochaine. Mais bon, je le dis sous réserve de ce qu'on en pensera, la Première ministre et moi. Élection en janvier 2024, premier bilan en janvier 2025. Que dire de la léthargie institutionnelle? Tout prend, beaucoup le regrettent, beaucoup trop de temps. Oui, et vous avez, en parlant de ce temps qui coule, qui passe sans que changement n'arrive, vous avez vous-même, ici à Bruxelles, évoqué lors de votre précédent passage, des révisions constitutionnelles ou des modifications de la Constitution à faire. Cela a créé beaucoup de polémiques. Alors maintenant, on voudrait, si possible, que vous nous précisiez de quoi il s'agit. Est-ce que le président, comme le dit votre opposition,
veut s'éterniser au pouvoir. Certains dans votre parti disent que vous êtes président à vie, ou le président a des points précis dans la Constitution qu'il vaudrait modifier, si oui, lesquels? Écoutez, moi je suis toujours conduit par un seul leitmotiv, c'est le salut du peuple, c'est pour moi la loi suprême. Lorsque j'évoque des modifications que je juge utiles pour la bonne marche de la nation, du pays, je me préoccupe très peu de la polémique. Je n'y regarde même pas. Parce qu'évidemment, il y a toujours des petits malins qui vont essayer de détourner mes propos et essayer de les amener dans une polémique inutile. Je n'ai jamais dit que je veux changer la Constitution pour rajouter le nombre de mandats présidentiels ou d'années. Non. D'abord, ce sont des dispositions inamovibles. Pour les changer, il faut retourner auprès du peuple souverain primaire. Mais par contre, les autres dispositions, telles que celle-là, qui nous posent beaucoup de problèmes. Regardez, vous l'avez dit, j'ai prêté serment le 20 janvier devant la nation. Et immédiatement après, la publication des résultats des législatives a commencé et les périodes de contentieux. Ça nous a pris presque 2 mois. Publication, contentieux, etc., retour, annulation et tout le bazar. Puis ensuite, les députés provinciaux et les communes, cette fois-ci on a eu les conseillers communaux et tout ça, et tout avec son lot de contestations, voilà. Donc en peu de temps, ça nous a pris je ne sais combien de temps. Le gouvernement, pour le faire, on a mis 1 mois. Normalement, la première ministre et moi, le temps de la nommer et puis de discuter. Voilà, donc on a tourné autour des choses. L'installation du bureau du Parlement, par exemple, ce sont des choses qu'on doit réfléchir à comment les réduire. On ne peut pas laisser 1 mois, par exemple. J'ai vu chez les Français ce qui se passe. Dès qu'on a le Parlement, enfin l'Assemblée nationale, ils ne prennent pas beaucoup de temps pour la validation de mandat. Mais chez nous, on prend 1 mois. Alors que les sujets à traiter pendant cette période ne sont pas nombreux. Il y a juste la validation de mandat que le bureau a et l'installation du bureau définitif. Mais pourquoi ça doit prendre 1 mois? Ça peut se faire en 2 jours. Ce sont des choses comme ça qu'il faut revoir, réduire, etc. Autre chose, par exemple, qui me motivait à vouloir ce changement de constitution, enfin des modifications dans la constitution, c'est la désignation des gouverneurs. Je trouve que la désignation des gouverneurs aujourd'hui fragilise nos provinces. Il faudrait, à mon avis, les gouverneurs étant des grands commis de l'État, qui soient désignés directement par le gouvernement en place et qu'ils rendent direct rapport au gouvernement. Les sanctions, on peut imaginer comment les prendre en cas de dérapage, mais lorsqu'on laisse à la vindicte des parlementaires provinciaux, des députés provinciaux, la gestion comme ça des gouverneurs, moi je crois qu'on a un problème encore de culture politique au Congo. Nous n'avons pas besoin d'aller aussi vite. Ça c'est pour les pays qui sont outillés dans la démocratie, dans la gestion de la chose publique. Nous avons encore besoin d'apprendre et on doit y aller étape par étape. La réforme sur cet éclatement de l'administration a été très très mal faite à mon avis et précipitamment et il faut revoir. Voilà pourquoi moi j'ai parlé à un certain moment de réunir une grande commission nationale de plusieurs experts, une commission multidisciplinaire qui ferait qu'on prendrait en compte tous les vrais problèmes de la nation, mais par des nationaux, pour avoir une constitution adaptée à nos vrais problèmes, pas celle qu'on a eue, qui nous a été parachutée venue des laboratoires étrangers. Voilà, on pourrait recourir à l'expérience étrangère, mais en fonction de nos expériences vécues au pays. Aujourd'hui, moi je suis désolé, mais notre pays s'éclate de plus en plus à cause de toutes ces élections provinciales et autres qui radicalisent le tribalisme, le clanisme. Aujourd'hui, vous allez, par exemple, je prends le cas de l'ex-Grand Katanga, mais vous trouverez quelqu'un, par exemple, qui a vécu à Lubumbashi,
mais parce qu'il est originaire du Lualaba, on lui conteste le fait de pouvoir aspirer à quoi que ce soit à Lubumbashi. Soit disant parce qu'il y a eu découpage et que maintenant sa place est au Lualaba. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Le pays va volo là. Donc on doit faire attention. Je veux bien démembrer les choses, je veux bien rapprocher l'administration le plus près possible des administrés, mais attention, je tiens à l'unité de la nation. J'en suis garant. Monsieur le Président, nous abordons maintenant la situation à l'est du pays. Oui. Aujourd'hui, c'est quasi certain que le Rwanda a relancé le M23 après le réchauffement des relations entre la RDC et l'Ouganda. Très bien. C'est acquis maintenant. Il y a eu la réunion à Rwanda, pour ne pas rentrer dans tous les détails. Il y a eu début de dialogue. Mais il y a des voix qui commencent à dire qu'il faut un peu de bon sens pour qu'on commence à négocier. Avec qui? C'est la grande question. Et mon autre question, c'est que négocier avec qui? Mais quoi? Négocier quoi? Voilà. Très bien. Écoutez-moi bien. Jamais, au grand jamais, tant que je serai président de la République démocratique du Congo, je n'aurai en face de moi la délégation du M23 ou de l'AFC, là où je ne sais pas, pour négocier. Jamais. Ce que j'ai dit, c'est que je veux parler avec le Rwanda, pas négocier, vous avez raison, parler avec le Rwanda, pour demander à M. Kagame, criminel de son État, qu'est-ce qu'il a à voir contre mon peuple? La République démocratique du Congo, à l'époque République du Zaïre, avait sauvé le Rwanda d'une plus grande catastrophe qui aurait été si nous n'avions pas ouvert nos frontières à tout ce flot de réfugiés. Malheureusement, il y a eu une certaine cécité internationale qui a permis que parmi les fugitifs, il y ait les criminels génocidaires et qu'ils soient rentrés sur notre sol avec leurs armes. On ne les a pas désarmés. Aujourd'hui, l'enfer est parti du Rwanda et est arrivé chez nous. Et on nous abandonne à notre propre sort. Évidemment, le régime criminel de Kigali en profite parce qu'il découvre que c'est une région très riche en minerais et en produits de tout genre, agricoles et autres. Et il veut en faire maintenant son espace. Et ça, nous ne disons jamais, il n'y a rien à négocier. C'est chez nous. Ce qu'ils n'ont à faire, c'est une seule chose, de plier bagage. Et si je veux parler avec le Rwanda, c'est pour ça, pour dire, bon, c'est quoi votre problème? Pour nous laisser tranquilles. Pas pour vous donner quelque chose, mais pour nous laisser tranquilles. Si vous pensez qu'il y a encore quelque chose chez nous, on va la régler et on vous règle ça et puis c'est terminé. Ils ont donc parlé des FDLR. Nous sommes aujourd'hui à Luanda pour parler de ces histoires-là. Cesser le feu et comment régler le problème de FDLR. C'est tout. Donc, ce n'est pas des négociations pour, après, arriver à des... comment ils appelaient ça? La mixage, instaurer brassage, mixage. Niet. Ça, il n'y aura plus. Ils peuvent arrêter de rêver. Et d'ailleurs, c'est parce qu'ils le savent que vous avez vu qu'ils ravivent encore ce M23, coquille vide, dans un territoire d'ailleurs qui est sous leur contrôle. Donc vous voyez que c'est de la propagande en fait. Ils veulent faire croire que, d'abord ils font cette comédie, ils font dire au M23 qu'ils ne se sentent pas concernés par Luanda, alors que tout le monde sait que c'est Kigali qui les pilote. Ensuite, ils les ravivent un peu pour dire, vous voyez, nous sommes capables de reprendre les armes. OK. Nous savons et nous sommes inscrits dans le processus de Luanda. Et d'ailleurs, demain, des pourparlers vont commencer pour justement se pencher sur le plan de cessez-le-feu et de retrait et le plan d'anéantissement des FDLR. Et nous disons, si à côté de ça, le grabuge continue, nous continuerons à tenir pour responsable Kigali. Et pour nous, le provocateur numéro 1, ce sera lui, et les conséquences, ce sera à lui de les assumer. C'est ça le problème. Et si ça continue, beaucoup pensent que cette guerre n'est pas qu'une guerre des richesses, mais
surtout une guerre de conquête du territoire. On a beaucoup Non, parlé pour de les balkanisation. richesses. C'est une guerre de richesse. Mais est-ce que C'est une guerre de conquête des territoires, justement, des territoires riches. Vous pensez que s'il n'y avait pas tous ces minerais rares et tant prisés dans le monde, dans ce sous-sol de chez nous, là-bas, dans le Massissi, Rutshuru et tout ça, ils seraient venus. Ils nous laisseraient tranquilles. C'est des sols riches et des sous-sols riches. C'est ça qui attire. Et maintenant, pour que ce soit définitivement mis en coupe réglée, sous coupe réglée, eh ben, ils veulent le couper de la RDC. La balkanisation est donc encore possible Dans leur tête, pas chez nous. Jamais, elle n'est pas possible. Mais parler avec le Rwanda, c'est lui donner un minimum de bonne foi. Est-ce que vous pensez qu'il peut avoir de bonne foi? J'y crois pas. Je n'y crois pas. J'ai testé leur bonne foi, je n'y crois plus du tout. Maintenant, c'est la pression. Je remercie les États-Unis d'Amérique parce que c'est eux qui nous apportent beaucoup de choses. D'ailleurs, vous avez vu, au départ, il y a eu une trêve. Maintenant, il y a un cessez-le-feu. Je vous dis, ce n'est pas le Congo qui l'a demandé. Malgré la chute de Kanyabayonga, de Rwindi avant, ce n'est pas la RDC qui l'a demandé. C'est le Rwanda. Mais il savait qu'il ne pouvait pas nous le demander direct et le faire accepter. Il est passé par les Américains que nous écoutons. Je remercie surtout le président João Lourenço pour son implication, surtout la dernière ici, parce que j'ai de Bruxelles participé en pilotant aussi notre délégation qui était là, qui s'est brillamment comportée. Et je remercie évidemment l'ancien président Uhuru Kenyatta, qui est d'ailleurs le déclencheur de tout ça. Malheureusement, son successeur a très très mal géré la question par la suite en prenant fait et cause pour Kagame. Peu importe, de toutes les façons, il n'était pas partie prenante de ce processus. Lui, il l'a trouvé en arrivant, en étant élu. Peu importe, mais le processus de Luanda est là et il fonctionne très bien grâce à la maestria du président João Lourenço. Et le président Uhuru Kenyatta est un très bon facilitateur issu du processus de Nairobi, qui malheureusement a été vidé de sa substance, mais le président, sa crédibilité du président Uhuru reste, elle demeure. Voilà, je tenais à le dire, parce que je suis convaincu que là, nous sommes engagés sur la bonne voie, grâce à ces partenaires, et que nous aurons la solution. Je suis vraiment convaincu cette fois-ci. Après la situation là, je voudrais parler avec vous de tous ces scandales financiers, avérés ou supposés. Ce qu'on constate surtout, c'est qu'il n'y a aucune poursuite judiciaire ou suspension de qui que ce soit. Pourquoi la justice ne répond pas? Bon, écoutez, d'abord, le travail de la justice consiste à faire des enquêtes. Je crois qu'il faut faire très attention. Ne tombons pas dans la facilité, dans l'invective. Et c'est ça que je déplore avec ces fameux réseaux sociaux. Parce qu'on peut, comme ça, à cause des réseaux sociaux, vous défaire l'honneur et la dignité d'un individu. Moi, je tiens beaucoup à ces choses-là. Vous ne me verrez jamais humilier quelqu'un, même si c'est mon pire des ennemis. Je n'aime pas ça. J'ai toujours un brin de respect pour la personne. Or, les réseaux sociaux, ce n'est plus ça. Il suffit qu'on cite votre nom, Lusaku et nos voleurs, ça y est. Si c'est bien mis en place, ça y est, vous êtes condamné, c'est terminé. Donc, laissez à la justice le soin de faire son travail. Mais j'aimerais dire quelque chose à propos de toutes ces affaires. Mais moi, je m'en réjouis. Je m'en réjouis parce que ça n'existait pas dans ce pays-là. Pourtant, des affaires, il y en a. Dans les casseroles, là. Et là, je suis déterminé. Vous avez vu le ministre qui est là, il a cette mission. On va ouvrir les placards et on va sortir les cadavres des placards pour montrer que ce pays a été trahi, pillé et volé plus que jamais vous pouvez imaginer avant moi. Aujourd'hui, au moins, nous avons des gens qui dénoncent. C'est déjà ça. Ça veut dire que la corruption avait vraiment été une seconde nature dans ce pays.
Donc ne vous en faites pas. Réjouissez-vous quand vous entendez ces choses-là. Malheureusement, c'est récupéré par les réseaux et c'est ça qui désoriente un peu l'opinion, qui désoriente. Parce qu'il faut laisser la justice sereine. Vous savez qu'elle est déjà malade. On est en train de travailler à la remettre en place. Donc il faut lui laisser le temps de faire son travail. On va leur donner encore plus de moyens de travail pour que la justice soit dite. Parce que, attention, on a affaire à parfois des chefs de famille, on a affaire à des gens qui tiennent à leur dignité. On ne peut pas la jeter en pâture comme ça en disant, voilà, ça y est, il est voleur. Non, prenez votre patience. Jamais justice n'a été expéditive. Regardez, dans nos pays à tradition démocratique ici, il y a des procès qui durent 10 ans, 15 ans de corruption. Mais pourquoi est-ce que vous voulez que, parce qu'un nom a été cité, le lendemain, il doit être condamné? Mais non. Il faut lui donner les moyens de sa défense et voir comment ça va se passer. Monsieur le Président, vous avez cité le ministre de la Justice sans le citer. Justement, je voudrais poser une question à son sujet. Ouais. Sa nomination en tant qu'opposant a surpris agréablement beaucoup de gens. Très bien. Est-ce qu'on peut interpréter ça comme une ouverture aux forces de l'opposition? Bien sûr. Est-ce que c'est un jargon que vous passez? Bien sûr. Pour dire que vous voulez rassembler... Bien sûr, c'est une ouverture, bien sûr. Dernièrement, j'ai reçu, pour l'anecdote, les évêques de la Cinco, le jour où ils ont élu leur nouveau président, leur nouveau bureau. Et dans nos discussions, je ne vais pas les dévoiler ici, mais il y a eu une demande allant dans ce sens. Mais ma réponse était claire. J'ai dit, mais Seigneur, je suis à votre disposition. Je ne demande que ça. Mais dites-moi, comment vais-je m'y prendre? J'ai pris l'exemple que de trois opposants. J'ai commencé par Martin Fayoulou. Je dis, mais il n'a jamais reconnu les résultats des dernières élections. Comment est-ce qu'il acceptera ma main tendue? Moïse Katumbi était prêt à faire la même chose. Il avait même fait la même chose, mais grâce, évidemment, à la pression des siens, il a accepté qu'il rentre dans les institutions, mais lui reste borderline. Joseph Kabila, n'en parlons pas. Lui, il a carrément boycotté les élections et prépare une insurrection, parce que l'AFC, c'est lui. Donc, dites-moi, je fais quoi? Je n'avais pas eu de réponse. Mais j'ai parlé d'autres qui sont plus conviviaux, plus participatifs. Et je rends ici, par exemple, hommage à quelqu'un comme Adolphe Muzito et même un petit peu le docteur Mukwege aussi, qui malgré leur position d'opposants, qui font parfois de commentaires objectifs. Quand quelque chose va, ils applaudissent, ils sont contents. Le docteur Mukwege avait reçu une délégation du FONAREV encourageant, promettant de s'impliquer dans le combat du FONAREV, qui n'a rien à voir avec la politique. Ce sont nos victimes que nous voulons aider. Ce sont ces monstruosités que nous ne voulons plus revoir dans notre pays. Voilà un patriote qui se dit, au-delà de mes penchants politiques, j'y vais. J'aurais aimé que tout cela vienne se dire, on nous attaque par le Rwanda injustement, liguons-nous autour du président et combattons. Mais non, malgré ça, il y en a qui collaborent, l'AFC collabore avec le Rwanda contre la République démocratique du Congo. M. Muzito, hommage à lui, lorsque nous avons terminé la 6e revue avec le FMI, premier fait dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Jamais les revues avec le FMI n'avaient été jusqu'à leur terme dans notre pays. C'est la première fois que ce gouvernement arrive et c'était sous la direction du ministre des Finances, Nicolas Kazadi, que l'on jette en pâture aujourd'hui. Mais Adolphe Muzito m'a envoyé un message de félicitations. Et lui, il est très bien outillé pour savoir ce que ça signifie. Vous voyez, mais il n'est pas au gouvernement, il n'a pas de privilèges, il reste objectif. Ça, c'est des vrais hommes d'État. C'est ça que nous devons voir dans notre pays. On parle de l'opposition, je voudrais un peu parler du parti au pouvoir. Bien sûr, oui. Crise à l'UDPS, appel à la médiation du président qui est au-dessus des partis. Alors le président fait quoi? Le président dit quoi?
Parce qu'il a quand le même président, encore c'est le cœur à l'UDPS. Bien sûr, bien sûr. L'UDPS, c'est mon école. Et je suis issu de là. J'ai fait toutes mes classes politiques à l'UDPS. Le président n'est pas inquiet du tout. Je me réfère d'ailleurs à un terme qu'aimait beaucoup utiliser mon mentor, notre leader historique, Étienne Tshisekedi, qui appelait ça vitalité démocratique. Donc, de ce choc des mots jaillira la lumière. La seule chose que je déplore, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est l'usage des réseaux sociaux. À l'époque, quand nous nous battions comme ça, on le faisait dans des salles entre quatre yeux ou sur le net, mais entre nous, sur nos sites, comment on appelait ça encore, là, les sites de discussion qu'on avait à l'époque, quand on n'avait pas encore ces réseaux sociaux. Et c'était bien, ça se passait, c'était chaud, bien sûr, bouillant, mais démocratique. Et ça terminait toujours par s'arranger. Et je vous promets, ça va s'arranger. Je ne suis pas du tout inquiet. C'est des choses qui arrivent. Je ne veux pas, en tout cas, que ça prenne des allures du genre de ce qu'on a vu avec les forces du progrès, que je condamne complètement. Mais je tiens à ce que... enfin, je suis sûr plutôt que les choses vont rentrer dans l'ordre. Pas de problème. Je voudrais aborder une question que vous connaissez et maîtrisez très bien, les relations avec la Belgique. Oui, bien sûr. C'est mon autre Congo. Hein, voilà, justement, en 2019, vous avez justement dit que c'est l'autre Congo pour vous. Mais, Monsieur le Président, depuis que vous êtes au pouvoir, on ne sent pas un resserrement des relations entre les deux pays. Ah, ça, je ne sais pas par quoi vous voulez le voir. Vous. Ben, il y a une ambiance de ni guerre ni paix. Et on ne sent pas un engouement des hommes, des investisseurs belges à aller chez nous. Oui, mais... Est-ce que c'est toujours le problème de climat des affaires? Je crois qu'il y a un peu des deux. Vous avez raison. Attention aussi, ce sont des gens qui doivent être sûrs de leur mise. Hein? Donc ça veut dire que quelque part peut-être que nous n'avons pas encore émis suffisamment de signaux rassurants sur le climat des affaires. D'ailleurs, pendant que je suis ici, j'ai été interpellé par un message de l'ambassadrice belge à Kinshasa sur un sujet belge qui a été victime de tracasseries d'un ancien ministre du régime passé qui était à l'urbanisme ou aux affaires foncières et qui l'a mis dans de sales draps aujourd'hui. Donc vous voyez que même les affaires d'il y a plusieurs années continuent à avoir des effets aujourd'hui. Donc nous avons peut-être un travail, et si celui-là, ce monsieur belge, vient en parler à ses amis ici, ils vont mettre la pellade douce avant d'y aller. Il y a de l'attrait, on sent que les choses bougent, mais je crois que de part et d'autre, il faut faire des efforts, surtout se rassurer. Ça, c'est d'une part. D'autre part, attention, il y a aussi une réalité en Belgique. La Belgique, il ne faut plus la voir comme l'ancienne Belgique qui était, qu'ils appelaient eux-mêmes la Belgique de papa. La Belgique, aujourd'hui, elle s'est très fortement communautarisée, et même dans leur système d'exportation, de business, de commerce avec l'étranger, ils le font plus par des communautés. Donc c'est à nous aussi d'adapter notre diplomatie à ce niveau-là. Et je suis en train même de réfléchir à voir comment, avec nos compatriotes de la diaspora, avoir des diplomates qui parlent très bien le néerlandais, qui parlent très bien le français, qui parlent bien l'allemand pour la région germanophone, et qui se mettent en contact justement avec ces gouvernements communautaires pour voir les rapprocher les uns après les autres. Donc il y a un travail complet à faire. Mais quant aux relations, je vous rassure, elles sont excellentes. Il ne se passe pas, je dirais, 6 mois sans, par exemple, que le roi des Belges et moi nous passions un coup de fil. D'ailleurs, nous avons un rendez-vous programmé déjà pour septembre prochain ici en Belgique. Donc ça se passe très bien. Au niveau du gouvernement, même chose. Celui que j'appelais affectueusement mon cousin, Alexander De Croo, nous ne rations aucune occasion pour nous appeler. Et même à chaque fois qu'on se retrouvait à l'Assemblée générale des Nations unies, la Belgique, la représentation de la Belgique organisait toujours un petit déjeuner, ou un déjeuner même d'ailleurs,
auquel nous parlions de nos problèmes. Donc ça va vraiment dans l'ensemble ça va. Et j'y tiens, je tiens vraiment encore à améliorer cette relation. Mais comme j'ai dit, nous devons faire des efforts de part et d'autre. Attention, le Congo, c'est vrai, c'est une très belle femme, très attirante, mais en même temps aussi très convoitée et peut-être pas très présentable encore. Donc nous devons soigner sa présentation. Monsieur le Président, merci beaucoup. Merci Bodoamba Wechi du site Internet Congo Indépendant d'avoir été avec nous aujourd'hui pour cette émission exclusive. Merci à vous. Bon retour. Soki Okoye Bisso, il faut quand même qu'on termine en lingala pour les Congolais qui nous suivent, même si le lingala de M. Ambawichi est peut-être un peu mieux élaboré que moi, encore que j'en doute. Moi, je crois que oui. Vous rentrez aux Ozonga, Kinshasa, Kisangani vous a attendu. Est-ce qu'on va vous y voir? Vous aviez dit l'intérieur du pays, vous allez beaucoup pratiquer pendant ce deuxième mandat. Quel est votre programme une fois de retour au pays? Oui, bon, nakozonga mboka, en tout cas, na mikolo mike, bangonga mike kuto nakoloba, o ezali liboso awa. Kisangani nakozonga, po nalingaki kutu na sacrifier likambo ya santé, po nakende Kisangani nazana le 2 août. Mais nzoto nde esengaki abandon. Yango nabi nasala yango, po na Kisangani biloko ya kosala ezalaki. Aéroport à Bamboka, centrale électrique, na solaki déjà na DG à SNEL, na lingi, likambo centrale électrique wane sila, na kokitela yango, na kende kotala. Na mwa makambo ebele, surtout babitumba wana ya bandeko na biso, mbole na balengola, na lingi koyoka makambo wana na mboka na biso te. Na okende kotala yango, pembeni na tala, et puis surtout, ko remercier peuple na biso ya Kisangani, ndenge ba yambaka biso, pe ndenge ba votaka biso. Donc nakozonga. Et puis nakozonga na mois d'août awa. Eza lisusu molaite tokozonga pe na mama parce que sengelaki tokende na mama na le 2 août. Donc nakozonga. Pe nakotambola Congo mobimba bozala na bobangi te. Le problème tozali nango ezali onazoloba ezali nano ya kosilisa makambo ya mbilinga kimia ekota. Congolais nyonso asepela. Tokoka kokende kotala na kopesa na bambote na esengo. Okoki kokende te esika batu basepeli kaka na ndako na biso moko Congo bamisusu baza na mawa baza kolela nga na nini komona yango te. Na tie nanu makasi na nga mayele na ngai na kosilisa likambo monguna akotiseli biso moto oyo azokotisela biso na mboka sima na yango tokosala tozana na bambula ti na 2028 likambo banga eza wana ta. Monsieur le Président, je vous remercie. Merci à vous, chers auditeurs, chers téléspectateurs, d'avoir en direct, ici, à Bruxelles, suivi cette émission exclusive. L'actualité continue sur votre radio et sur les réseaux sociaux de Top Congo FM.